victime de la colère divine, Ulysse aux mille ruses est ballotté par la mer en furie, d'un bord à l'autre de la Méditerranée. Rappelons ses périples. Voici Ulysse et ses compagnons au pays des lotophages, où l'on goûte le fruit délicieux de l'oubli. On y resterait toute sa vie, mais Ulysse ramène au navire les marins qui sombraient dans l'ivresse. Il repart. Il arrive chez le géant Polyphème qui n'a qu'un seul œil, mais un appétit dévorant. Le monstre avale quelques compagnons, et au moment de croquer Ulysse, il lui demande son nom. Ulysse lui répond: je m'appelle personne. Puis crève l'œil unique du cyclope qui crie au secours pour qu'on le venge de personne. Il repart. Poséidon, pour venger son fils Polyphème, déchaîne une tempête. Voici les Grecs chez Circé la magicienne, qui change les marins d'Ulysse en cochons. Heureusement, Ulysse a mangé de l'ail sauvage pour échapper au breuvage maléfique. Séduite, Circé tombe dans ses bras et redonne aux marins leur forme humaine. Il repart. Nouveau naufrage en Phéacie, au pays de la princesse Nausicaa. La brise répandue sur le lit de la veine, ses senteurs d'asphodèle. Nausicaa dormait, pareil aux immortels, Athéna sous les traits d'une amie de son âge, de son souffle effleurant, son doux visage sage, son doux visage sage. Debout, belle princesse, enroule bien tes tresses, c'est déjà le matin. Songe Nausicaa à ton hymen prochain, va dans le clair matin. Dans l'eau tourbillonnante, tu dois plonger tes mains, laver tout ton beau linge, sans attendre à demain. Que l'eau poudre de rose vers les berges te mène, prépare ton hymen. Appelle tes servantes, couronnes ouvriantes, mettez-vous en chemin. Et c'est ainsi qu'après avoir profité de la tendresse et de l'hospitalité de Nausicaa, protégé d'Athéna, il est salué par Alkinoos, son père. Ulysse. Ulisses, que sies vengu ici sous le lindau de bronze de l'autus tau, es acaba per tu, de barulla, socrese, sus la route de ton retour. Qu'agueres prou de tresimasi, quant à vous autres, que sias aquí de lungo, di mon palais, a beure de vie d'unur, couleur de fiot, en escutant la aide, a cadu de vous autres, les anciens, a une demande à faire, que cadu fugue porta une tunique de nou lavade, une sherpe, une talent presse à son art de la meilleure ligue, amassent d'un cas tout accord et s'intriga perché nostre hoste en avesen sur son bateau tourne soupa en allegria. C'était une autre séduction que celle des sirènes aux chants ensorceleurs. Sur les conseils de Circé, Ulysse bouche les oreilles de ses compagnons, puis se fait attacher au mât du navire. Ils échappent au danger. Il repart.
Ulysse reste 7 ans auprès de la nymphe Calypso. Très amoureuse, elle veut le garder près d'elle en lui offrant l'immortalité. Mais Ulysse préfère vieillir comme tout le monde et retrouver son Ithaque et sa Pénélope. Il repart. Il repart. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Le pays des vertes années. Pendant tout ce temps-là, Pénélope subit les demandes pressantes des prétendants qui veulent l'épouser et régner à la place d'Ulysse que l'on croit mort. Pénélope résiste avec patience et ruse aux assauts de ses ambitieux. Et ardemment, elle attend le retour de son cher époux. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours son retour. J'attendrai, car l'oiseau, quand il part, revient tôt ou tard dans son nid. Le temps passe et court, en tissant tristement ma toile d'amour. Mais toujours j'attendrai son retour. Voilà, bonjour à tous. Ici les mages, dans le département du Gard. Nous nous trouvons dans la salle de cinéma de l'espace Beauquier. Nous sommes une dizaine de particuliers, pour la plupart membres du groupe Les Lectures du premier mardi. La lecture sera complétée par un peu de mise en scène, de musique, des chansons revisitées et accompagnées par la guitare. Nous allons lire le chant 23 de l'Odyssée d'Homère, dans lequel Ulysse et Pénélope vont enfin se retrouver. Cette lecture vient d'être précédée d'un prologue résumé des principales aventures d'Ulysse. Notre lecture se fera en français, en grec ancien, en italien, en espagnol, en occitan et en catalan. Nous participons ainsi au projet Odyssée 24 dans le cadre du Festival européen latin-grec, les langues et cultures de l'Antiquité étant profondément ancrées dans la culture de notre région. Merci d'être venus. Grius dis espero aneficeto canchalausa despini ereusa filon posin endon eonta gunata dero santo podes dirpecte noto sti da hyper cephalis que min pros mithon e hypen. La vénérable Riclée, transportée de joie, monte à l'appartement de Pénélope pour lui annoncer le retour de son époux bien-aimé. Ses genoux font des efforts de jeunesse et ses pieds vont avec une rapidité extrême. Elle se penche vers la tête de la reine et lui dit: Affaniat Penelopa, aixecat estimat infant, perquè per fi vegis aquell que durant tant de temps has estat esperant. Ulisses ha tornat, està al seu palau, quant de temps hi ha esmerçat. Allen, vine, ell ha mort tots aquests cràpules que saquejaven la seva casa.
che devoravano il suo bene e che maltrattavano il suo figlio. Allez, lève-toi, Pénélope, ma chère enfant, pour que tu le voies enfin, celui que tu attends depuis longtemps. Ulysse est revenu, il est dans son palais. Oh, qu'il en a mis du temps. Allons, viens, il a tué toutes ces crapules qui pillaient sa maison, qui mangeaient son bien et qui maltraitaient son fils. Pénélope se réveille aux paroles d'Euryclée. Ma chère nourrice, les dieux t'ont ravi la raison. Ils peuvent souvent du sage faire un insensé et d'un insensé faire un sage. Sans doute ce sont eux qui t'ont frappé de folie. Toi qui, jusqu'à présent, ne paraissais être rempli de sagesse et de prudence. Pourquoi viens-tu me tromper dans mon affliction en m'annonçant une fausse nouvelle? Pourquoi viens-tu m'arracher au doux sommeil qui avait enchaîné mes sens et fermé mes paupières? Je ne m'étais pas encore endormie si profondément depuis qu'Ulysse était parti pour cette funeste ville de Troie, dont personne ne prononce jamais le nom sans gémir. Euryclée, descends maintenant et retourne à la salle des festins. Si toute autre de mes femmes était venue m'annoncer cette fausse nouvelle et m'arracher au sommeil, je l'aurais renvoyée avec outrage. Mais toi, nourrice, ton grand âge te protège. Euryclée réplique aussitôt. Mascau poudriet est trufadetu, ma drôle. Es vrai, Ulysse es revengu. Es tourna a luscau. Es eu que tu dize. Es el de segur. Telema que elle lo sabia. Et d'empei de temps. Mas o disiez pas, perdaissa a son paire de temps per castigar aquelles sacaments. Mais qui pourrait se moquer de toi, ma fille? C'est bien vrai, Ulysse est revenu. Il est à la maison, c'est comme je te le dis. C'était bien lui. Télémaque, lui, le savait, et depuis longtemps. Mais il ne le disait pas pour laisser à son père le temps de punir ses bandits. Elle le dit, et la reine, ivre de bonheur, quitte promptement sa couche, embrasse Euryclée en versant des larmes, et lui dit: Chère nourrice, parle-moi sincèrement. Dis-moi s'il est vrai que mon époux soit de retour, comme tu viens de me l'annoncer. Dis-moi comment, seul, il a pu vaincre ces effrontés prétendants qui étaient toujours en foule dans le palais. Euryclée lui répond en disant: Ah, io non ho visto nulla, ho solo sentito il suono del massacro. Noi altro ancelle avevamo tanta paura che siamo rimasti nelle nostre camere a porte chiuse. Dalla sala grande, tuo figlio, mandato dal padre, mi ha chiesto di venire. Quando ho rivisto Ulisse, stava in piedi in mezzo ai morti. Tutto intorno a lui i cadaveri ammazzati coprivano la terra battuta. Oh, se tu li avessi viste, Penelope, saresti stata felice. Li abbiamo ammucchiati nell'ingresso del cortile. Ulisse ha acceso il fuoco e ha bruciato zolfo. La stanza era pulita. Mi manda a cercarti. Seguimi. Dopo tanti guai, ora meritato di essere felici. Hai aspettato così a lungo e ora sei ricompensata. È lì, nel focolaio, è vivo, è vivo. Ha ritrovata in casa sua moglie e suo figlio. Ah, moi, je n'ai rien vu. J'ai seulement entendu le bruit du massacre. Nous autres, les servantes, nous avions très peur et nous restions au fond de nos chambres, toutes portes fermées. Depuis la grande salle, ton fils, envoyé par son père, m'a crié de venir. Quand j'ai revu Ulysse, il était au milieu des morts, debout,
Tout autour de lui, les cadavres entassés couvraient la terre battue. Oh, si tu les avais vus, Pénélope, que tu aurais été heureuse. On les a mis en tas à l'entrée de la cour. Ulysse a fait un grand feu et il a brûlé du soufre. La salle était toute propre. Il m'envoie te chercher, suis-moi. Vous méritez bien d'être heureux maintenant, après tant de malheurs. Tu as attendu si longtemps, te voilà enfin récompensé. Il est là, là, au foyer, vivant, vivant. Il retrouve chez lui sa femme et son fils. La chaste Pénélope réplique en ces termes. Ma chère nourrice, il ne faut pas te réjouir encore. Tu sais combien le retour d'Ulysse serait agréable à tous ceux de sa maison, et à moi surtout, ainsi qu'à Télémaque, notre fils. Mais je ne puis croire à la vérité de tes paroles. Un immortel irrité contre les fiers prétendants les aura sans doute tués pour les punir de leurs insolences et de leurs crimes. Car ces jeunes princes ne respectent personne, ni le méchant, ni le juste, et n'accueillaient jamais avec bienveillance celui qui venait de leur demander l'hospitalité. Quant à mon époux chéri, il a perdu, loin de l'Achaïe, tout espoir de retour. Ulysse n'est plus. La nourrice Euryclée répond aussitôt en disant ¿Qué me cuentas, hija mía? Está aquí, aquí en tu hogar. Él a quien creías no volver a ver nunca. ¿No me crees? ¿Quieres pruebas, verdad? Toma, antaño lo hirió un jabalí en el pie. Pues mientras lo estaba bañando, como tú me lo habías pedido, vi la cicatriz. Quería decírtelo, pero él hizo que me callara. Ideas tenía en la cabeza. Anda, sígueme. Y si te engaño, que me muera. Qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Il est ici, là, dans ton foyer, lui que tu croyais ne jamais revoir. Tu ne me crois pas? Tu veux des preuves, hein? Tiens, un sanglier l'avait blessé au pied, jadis. Eh bien, en lui donnant le bain comme tu me l'avais demandé, j'ai vu la cicatrice. Je voulais te le dire, mais il m'a fait taire. Il avait des idées en tête. Viens, suis-moi. Que je meure si je mens. Pénélope l'interrompt et lui dit Chère nourrice, quoique tu saches bien des choses, il ne t'est cependant pas permis de pénétrer le dessein des dieux. Allons donc auprès de mon fils pour que je voie les prétendants qui sont morts et celui qui les a immolés. De l'étage, à ces mots, la reine descendit. Quel trouble dans son cœur. Elle se demandait si, de loin, elle allait interroger l'époux, ou s'approcher de lui et, lui prenant la tête et les mains, les baiser. Elle entra. Elle avait franchi le seuil de pierre. Nell'uore del fuoco, contro l'altra parete, ella prese posto proprio di fronte a Ulisse. Lui, seduto sotto l'altra colonna, con gli occhi abbassati, aspettava la parola che la sua valorosa sposa avrebbe detto vedendolo. Dans la lueur du feu, Contre l'autre muraille, juste en face d'Ulysse, elle vint prendre un siège. Assis, les yeux baissés, sous la haute colonne, il attendait le mot que sa vaillante épouse, en le voyant, dirait. Pénélope reste morne, silencieuse, et son cœur est frappé d'étonnement. Elle regarde Ulysse, tantôt elle le reconnaît, et tantôt elle ne le reconnaît plus sous ses sales haillons. Alors, Télémaque, s'adressant à Pénélope, lui dit « Oh maman, mère cruelle, dont le cœur est toujours insensible,
Pourquoi t'éloignes-tu ainsi de mon père? Pourquoi ne t'approches-tu pas de lui pour l'interroger? Non, sans aucun doute, aucune femme ne s'éloignerait avec autant d'opiniâtreté de son époux. Lui qui, après avoir longtemps souffert, reviendrait enfin dans sa patrie après 20 années d'absence. Mais ton cœur est plus dur que la pierre. La chaste Pénélope lui répond aussitôt. Mon fils, je suis tellement surprise que je ne puis parler à cet homme, ni l'interroger, ni le regarder en face. Pourtant, si c'est vraiment Ulysse qui est revenu dans son palais, nous avons pour nous reconnaître des signes qui ne sont connus que de nous seuls et que tous les autres ignorent. À ces mots, Ulysse sourit et, s'adressant à son fils, il lui dit: Télémaque, laisse ta mère me mettre à l'épreuve dans cette salle, et bientôt elle me reconnaîtra. Comme je suis couvert de haillons et que je porte sur mon corps de hideux vêtements, elle me méprise et pense que je ne suis point son époux. Réfléchissons maintenant au parti qui nous reste à prendre. Quelqu'un qui n'a tué qu'un seul homme est obligé de fuir, même si sa victime est anonyme. Mais nous, qui avons tué tous les plus illustres jeunes d'Ithaque, comment échapper aux dangers qui nous menacent? Il faut y songer, Télémaque. Le prudent Télémaque dit aussitôt à Ulysse: Oh mon père, c'est à toi-même d'y songer, car tu es le plus sage des hommes et aucun mortel n'ose se comparer à toi. Nous sommes tous prêts à te suivre et aucun d'entre nous ne faiblira tant que ses forces ne l'auront pas abandonné. Alors, l'ingénieux Ulysse répond à son fils: Voici le parti qu'il faut prendre. D'abord, baignez-vous tous, couvrez-vous de belles tuniques et ordonnez aux femmes de porter leur parure. Qu'un chantre divin prenne sa lyre sonore et qu'il nous joue de joyeuses danses afin que les passants, les voisins, tous ceux enfin qui l'entendront du dehors, pensent qu'on célèbre ici un hyménée et que le bruit de la mort des prétendants ne se répande pas dans la ville avant que nous nous soyons rendus à la campagne. Là, nous attendrons, à l'ombre des bois, ce que nous inspirera le puissant Dieu de l'Olympe. Dociles à sa voix, les autres obéirent. Ils allèrent au bain, ils changèrent de robe, firent parer les femmes, puis le divin chanteur prit sa lyre bombée, et comme il éveillait en leur cœur le désir de la douce musique et des danses parfaites, bientôt le grand manoir résonnait sous les pas des hommes et des femmes à la belle ceinture, et dans le voisinage, on disait à ce bruit: Nos la coge un marido, la tan cortejada reina, desgraciada, abandonar aquella casa tan grande, no haber tenido constancia para esperar que volviera el esposo de su juventud. Un mari nous l'apprend, la reine disait, la pauvre, déserter cette grande demeure, n'avoir pas eu le cœur d'attendre que revint l'époux de sa jeunesse. Et l'on parlait ainsi sans connaître l'affaire, mais Ulysse au grand cœur était entré chez lui. Le baignant, le fourrant d'huile, son intendante renommée, l'avait revêtu d'une robe et d'une belle écharpe. D'une robe et d'une belle écharpe. Sur sa tête, Athéna répandait la beauté, le faisant apparaître et plus grand et plus fort. Et plus grande et plus fort, déroulant de son front des boucles de cheveux au reflet d'hyacinthe. Au reflet d'hyacinthe, on voit l'artiste habile, instruit par Héphaïstos et Pallas Athéna, de toutes leurs recettes, niellées, or sur argent, un chef-d'œuvre de grâce. C'est ainsi qu'Athéna, sur sa tête et son buste, faisait couler la grâce. Faisait couler la grâce. Sortant de la baignoire, il rentra tout pareil d'allure aux immortels. En face de sa femme, il reprit le fauteuil qu'il venait de quitter et lui tint ce discours. Femme étrange, les dieux qui habitent l'Olympe t'ont donné un cœur bien insensible. Non, sans doute, aucune mortelle ne s'éloignerait avec tant d'opiniâtreté de son époux. Lui qui, après avoir souffert, reviendrait enfin dans sa patrie après 20 années d'absence.
Vénérable Riclé, prépare-moi ma couche pour que je repose seul, car la reine renferme dans son sein un cœur de fer. La chaste Pénélope lui répond aussitôt. Homme étrange, je n'ai ni orgueil, ni mépris pour personne, mais je n'admire pas outre mesure. Je sais très bien comment tu étais lorsque tu partis d'Ithaque, sur tes navires aux longues rames. Euryclée, hâte-toi donc de préparer en dehors des appartements splendides la couche solide que mon époux construisit lui-même. Sors cette couche et garnis-la de peaux de chèvre, de couvertures de laine et de riches tapis. Pénélope parle ainsi afin d'éprouver Ulysse. Le héros, blessé d'un tel discours, dit à sa chaste épouse. Pénélope, tu viens de prononcer une parole qui m'a déchiré le cœur. Qui donc a déplacé cette couche? L'homme le plus habile et le plus fort n'aurait pu en venir à bout. Il n'y a qu'une divinité qui ait pu transporter facilement ma couche ailleurs. Le mortel, même le plus robuste, ne pourrait la changer de place. Il existe des secrets merveilleux dans cette couche habilement travaillée. C'est moi seul qui l'ai construite, et nul autre n'y a mis la main. Dans l'enceinte de la cour s'élevait jadis un superbe et vigoureux olivier à l'épais feuillage, dont le tronc était aussi gros qu'une colonne. Autour de cet olivier, je bâtis la chambre nuptiale. Notre chambre nuptiale. Avec des pierres étroitement unies. Tu la couvris d'un toit et tu la fermas par des portes qui se joignaient exactement. Je coupai ensuite le sommet de l'olivier et, après avoir scié le tronc à partir de sa racine, tu le polis tout autour avec les reins. Je l'alignai au cordeau. Je le trouai de tous côtés avec une tarière et j'en formai le pied de ma couche, que je façonnai avec le plus grand soin et que j'enrichis d'or, d'argent et d'ivoire. Puis tu tendis en dessous des courroies de cuir teintes en rouge. Puis je tendis en dessous des courroies de cuir teintes en rouge. Voilà les secrets merveilleux dont je t'ai parlé. Maintenant, j'ignore si ma couche est encore à l'endroit où je l'ai laissée ou si quelqu'un l'a transportée ailleurs en coupant l'olivier à sa racine. Pénélope sentait se dérober ses genoux et son cœur. Elle avait reconnu les signes évidents que lui donnait Ulysse. Pleurant et s'élançant vers lui et lui jetant les bras autour du cou et le baisant au front, son Ulysse, elle dit: Ne sois point irrité contre moi, cher Ulysse, toi, le plus prudent des hommes. Les dieux nous ont accablés de chagrin. Ils nous ont envié le bonheur de passer nos jeunes années l'un près de l'autre et d'atteindre ensemble le seuil de la vieillesse. Ne me blâme pas, cher époux, pardonne-moi. Je t'en conjure, si dès que je t'ai vu, je ne me suis pas jetée dans tes bras. Je craignais toujours d'être trompée par les paroles mensongères de quelques voyageurs. Ils sont nombreux, ceux qui conçoivent dans leur âme des projets funestes. Maintenant, cher époux, je te reconnais, car tu m'as clairement expliqué les signes de notre couche, que nul mortel n'a vu, si ce n'est toi, moi et la suivante Actoris, que m'a donné mon père quand je vins habiter ce palais, et qui a toujours gardé avec le plus grand soin les portes de la chambre nuptiale. Ulysse, tu as touché mon cœur, quoiqu'il soit insensible. Mais Ulysse, à ces mots, pris d'un plus vif besoin de sangloter, pleurait. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur, sa fidèle compagne. Es douce la terra, per las desiranze d'un naufragar, che Poseidon sotto l'assalido del vent e dell'ondada a engruna sa nau ben bastido. Son aqui, quauquesun, che nadava cap a la terra, emergisso de l'escuma, tout son cos es couvert de saladure de la mar. Gauche, penetjant sus la sable, en fugit au désastre. Elle est douce, la terre, aux vœux des naufragés, dont Poséidon en mer, sous l'assaut de la vague et du vent, a brisé le solide navire. Ils sont là,
Quelques-uns qui nageant dans la terre émergent de l'écume. Tout leur corps est plaqué de salures marines. Bonheur, ils prennent pied, ils ont fui le désastre. La vue de son époux lui semblait aussi douce. Ses bras blancs ne pouvaient s'arracher à ce coup. Cagnu, coduromenoi fane rodo dactylos eos. Eime ara lenoise tea glocopis atini. Nuctamen en perate dolikins keten. Cagnu, coduromenoi fane rodo dactylos eos. Eime ara lenoise tea glocopis ateni. Nuctamen en perati dolikins quiten. Nuctamen en perati dolikins quiten. L'aurore aux doigts de rose les eût trouvés pleurant, sans l'idée qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, eut l'idée d'allonger la nuit qui recouvrait le monde. Elle retint l'aurore au bord de l'océan, près de son trône d'or, en lui faisant défense de mettre sous le joug pour éclairer les hommes ses rapides chevaux, Lampos et Phaéton, les poulains de l'aurore. Ulysse, ravisé, dit enfin à sa femme. Chère épouse, nous ne sommes point parvenus au terme de nos travaux. Il me reste encore une longue carrière de peine à parcourir. Ainsi me le prédit l'ombre de Tirésias, le jour où je descendis dans le ténébreux empire des morts, pour consulter ce devin sur les moyens de retourner dans ma patrie avec mes compagnons. Chère épouse, allons maintenant sur notre couche, goûter ensemble les douceurs du sommeil. La chaste Pénélope lui répond aussitôt. Ulysse, ta couche sera prête quand tu le désireras, puisque les dieux t'ont permis de revoir les belles demeures et ta chère patrie. Mais puisque tu sais, par la volonté des dieux, quelles sont les peines que tu as encore à souffrir, dis-les-moi, car si je dois les connaître un jour, il vaut mieux que je les apprenne à l'instant. L'ingénieux Ulysse réplique en ces termes. Infortuné, pourquoi veux-tu que je te révèle ces tristes prédictions? Cependant, puisque tu le désires, je te dirai tout. Et je ne te cacherai rien. Mais j'affligerai sans doute ton cœur, le mien, chère épouse, est déjà déchiré. Tirésias m'a ordonné de parcourir de nombreuses cités en tenant à la main une rame brillante, jusqu'à ce que je trouve des peuples qui me connaissent point la mer, des peuples qui se nourrissent point d'aliments salés, et qui ne possèdent ni navires, ni rouges parois, ni rames éclatantes qui servent d'aide au vaisseau. Jusqu'à ce que Il m'a donné un signe certain pour reconnaître ces peuples, et je ne te le cacherai pas. Quand un voyageur se prend à ma vue me demandera pourquoi je porte un vent sur mes brillantes épaules, je dois alors planter ma rame dans la terre, sacrifier à Poséidon de belles victimes, un bélier, un sanglier mâle et un taureau, puis m'en retourner dans ma patrie et offrir des hécatombes sacrées à tous les immortels habitants de l'Olympe. Longtemps après la mort, sortant du sein des mers, me ravira doucement le jour au milieu d'une paisible vieillesse. Et je laisserai après moi des peuples heureux. Voilà ce que m'a dit Tirésias. Il a ajouté que cet oracle s'accomplirait.
Prudente Pénélope répond aussitôt en disant: Si les dieux te promettent une longue vieillesse, nous devons espérer que tu échapperas encore à tous ces maux. Tandis qu'Ulysse et Pénélope s'entretiennent ainsi, Eurynomée et Euryclée se hâtent de préparer, à la lueur des flambeaux, la couche nuptiale et de la recouvrir d'étoffes fines et moelleuses. Quand ces apprêts sont terminés, Euryclée se retire et s'abandonne au doux sommeil. Eurynomée, une torche brillante à la main, conduit les deux époux à leur appartement. Puis elle s'éloigne. Pénélope et Ulysse s'approchent joyeusement de leur ancienne couche. En suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne baisses-tu jamais, en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Les soirs de Valhalla et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel de notre lit compter de nouvelles étoiles, compter de nouvelles étoiles? N'as-tu jamais encore